comment ces relations sont reconfigurées, quels sont les nouveaux problèmes qui se posent et quels sont finalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme trajectoire pour bâtir des nouvelles relations. Alors, je vais demander aux membres de la table ronde de se présenter justement pour bien situer chacun d'entre eux dans un premier temps par rapport aux problématiques qui sont traitées et nous allons avoir une série de discussions avant d'ouvrir la discussion à la salle. Alors, avant qu'une remarque soit faite, parce qu'on se l'est fait entre nous, comme vous pouvez le constater, c'est une table ronde qui est majoritairement féminine. On peut se poser la question si la question justement des relations entre sciences et société est partagée par peut-être une préoccupation aussi féminine, mais ce n'est pas du tout ça qui était porté. C'était pour pouvoir réaffirmer encore une fois que dans le monde des catastrophes, comme on a pu, c'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder au sein de notre PEPR, la présence des femmes est beaucoup plus minoritaire parfois que dans d'autres secteurs. Et lorsqu'il s'agit d'équilibrer, d'avoir la parité, j'ai invité d'autres hommes pour venir à sa table ronde, mais à la fin et au regard des enjeux qu'on veut traiter, voilà la composition. Et comme ça nous change par rapport parfois à d'autres événements que nous avons nous-mêmes organisés, je voulais souligner cet aspect. Donc je vais proposer à chacun d'entre vous de se présenter. Peut-être qu'on peut commencer par Sébastien, qui est notre invité à l'international, et de dire justement le lien avec la thématique que nous traitons aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour à tous et merci à Soraya de m'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est un grand honneur et un grand plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui en ce vendredi matin. Je suis donc Sébastien Boré, donc on vient de parler de la minorité sur cette table ronde en thème de genre. Mais bon, c'est une habitude. Pour moi, j'ai étudié en Angleterre, dans l'université d'Oxford, et j'ai aussi été en minorité dans ces cas-là. Je travaille maintenant au Japon, à l'université de Tohoku, où nous sommes aussi en minorité, que ce soit surtout parmi les Français, on est quelques-uns à travailler à l'université. Et je suis aussi parent, 2 petites filles, et je suis leur éducation avec attention. Et quand je me retrouve à l'école, souvent, pour des comités de parents, je suis un des seuls papas qui s'y trouve. Et d'ailleurs, même les professeurs, les instituteurs ont du mal, parce que souvent, elles disent bonjour à toutes les mamans, et puis, au papa. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que, en fait, les minorités, c'est une question de contexte, hein, bien sûr. Si je me retrouvais dans d'autres cas, je ferais partie de la majorité. Et tout ça pour vous dire aussi que je travaille sur l'inclusion. Donc, je suis à la tête d'un laboratoire sur l'inclusion dans la gestion et les risques de catastrophes. Et on essaye dans notre laboratoire de inclure justement tout ce qui est toutes les populations marginalisées. Alors c'est un peu... C'est pas vraiment le meilleur... Enfin, c'est un terme sociologique, bien sûr, puisque ça ne veut pas dire minorité. Hein, quand on parle de population marginale, c'est-à-dire que si on pense par exemple aux personnes âgées, bon, au Japon, on est à 30% déjà, donc ça fait déjà une partie significative de notre population. On a aussi les personnes en situation de handicap, donc là on est à 7%. À cela, vous ajoutez les populations dites migratoires, donc comme moi, les personnes donc, qui viennent de l'extérieur du Japon, ce qui représente aussi quelques pourcents. Donc on arrive très rapidement, et si vous incluez les enfants dans les questions de catastrophes, qui sont aussi partie des populations vulnérables, vous arrivez à plus de 50%. Donc, quand on parle de minorités ou de populations vulnérables, on a tendance à les associer à une population qui est donc en marge de la société, mais en fait, elle représente plus de la moitié de notre population. Donc, d'un aspect scientifique, quand on fait... moi, je travaille beaucoup. Donc, dans notre institut, on a beaucoup d'ingénieurs qui font des modèles, par exemple, d'évacuation pendant les tsunamis.
Et donc souvent, je leur rappelle que quand vous faites un modèle, si vous parlez d'une personne standard, c'est-à-dire peut-être comme moi, un homme dans sa quarantaine qui a les moyens d'évacuer, etc., et si j'étais japonais encore plus, en fait, vous touchez qu'une partie de la population, hein, vraiment une petite partie. Donc, déjà, il faut faire le constat de quelle est notre société. Et je pense qu'en sciences sociales, je suis anthropologue, la première chose qu'on fait, c'est qu'on observe les populations, avant tout. Hein, on regarde quelle est la composition de notre population, on regarde comment elle agit durant des catastrophes, avant même de tirer des conclusions et de dire comment elle devrait agir autrement. Et ça nous permet d'éviter le problème souvent de dire que les gens sont le problème aux catastrophes. Non. Hein, la solution technologique est importante, il n'y a aucun doute. Notre connaissance scientifique est importante, il n'y a aucun doute. Mais les gens, la réponse des gens et leur comportement n'est pas dicté juste à cause des conditions d'un tsunami, d'un tremblement de terre ou des inondations. C'est aussi des normes sociales auxquelles ils obéissent, c'est aussi des liens sociaux auxquels ils appartiennent qui font qu'ils agissent de telle ou telle façon pendant les catastrophes. Et donc, mon but, moi, quand je fais de l'inclusion, c'est d'aller voir ces personnes-là et de leur dire, voilà, quand vous êtes dans une situation de catastrophe, quelles sont vos priorités, sur quoi vous vous appuyez pour pouvoir évacuer. Donc, moi, je travaille particulièrement avec les personnes, disons, en situation de handicap, alors au Japon et en Indonésie. Et j'essaye déjà de voir dans leur société comment ils sont inclus ou exclus, déjà, sur quoi ils s'appuient pour vivre dans la société, que ce soit dans les contextes de la catastrophe ou non. Et donc, on essaye, à partir de là, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on travaille, bien sûr, et c'est la thématique aujourd'hui, on travaille non seulement avec des collègues, que ce soit dans les universités, mais aussi, bien sûr, et avant tout, avec les ONG, on travaille avec les mairies, on travaille avec tous les acteurs qui sont concernés par la réduction du risque de catastrophe. Voilà. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'accueillir. Donc je suis Stéphanie Bidot, en fait je suis responsable de tout ce qui est prévention des risques majeurs, plutôt naturels, technologiques, sécuritaires et la préparation et la gestion des crises à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Donc pour ma part, j'ai une formation juridique et précédemment, ça aussi, ça peut être intéressant dans les échanges que nous allons avoir. Je dirigeais une association thématique spécialisée sur la gestion du risque inondation, le Centre européen de prévention du risque inondation, le CEPRI. Et dans le cadre de ces travaux, on menait beaucoup de travaux mêlant les mondes de la recherche, des acteurs opérationnels, les acteurs publics. Et on servait, j'espère que le CEPRI sert toujours, de lien entre le monde de la recherche et le monde opérationnel. Alors par exemple, à l'époque, on travaillait beaucoup sur tout ce qui était l'aide à la décision publique, comme par exemple l'analyse coût-bénéfice pour permettre d'avoir une vision et un accompagnement à l'aide à la décision plus précis. Et on peut dire voilà, que le CEPRI, à l'époque, avait aidé à la mise en place des ACB au sein des programmes d'action de prévention des inondations. Et pour ce faire, nous avions travaillé en particulier avec des économistes, avec des géographes, pour monter en fait cette procédure, ce dispositif est maintenant qui est appliqué dans tous les programmes d'action de prévention des inondations. Nous avions aussi à l'époque beaucoup travaillé sur tout ce qui était la compréhension avec des sociologues sur pour quelles raisons est-ce que la sensibilisation au risque, l'information à la population ne passe pas tous les pans en fait des gens à cibler et pourquoi on a autant de difficultés à communiquer, à informer sur la question des risques. Donc là, ça avait été un travail très très important avec des sociologues. Donc ce
pans de la recherche, l'expertise et les acteurs publics, évidemment, me parlent. Depuis que je suis arrivée à l'Association des maires de France, j'ai peut-être un peu une vision différente, puisque autant sur mes fonctions au sein du CEPRI, j'étais sur une expertise assez fine sur la question du risque inondation. Là, l'objectif au sein de l'Association des maires de France, c'est plutôt d'amener les maires et les présidents d'intercommunalité, mais particulièrement les maires, à intégrer ce sujet des risques, à comprendre de quelle façon leur commune était exposée à un certain nombre de risques et ce qu'ils avaient à faire, quelles étaient leurs responsabilités, quelles actions ils devaient mener pour faire face à l'ensemble de cette exposition. Donc là, le travail est un peu différent parce que c'est un travail plus de sensibilisation large, mais on remarque quand même qu'on est dans un monde qui change, un monde en totale mutation, en particulier en raison des effets du changement climatique, et donc que toutes les pratiques qu'avaient jusqu'à maintenant les acteurs publics, les décideurs publics et donc les maires en particulier, sont en train de muter, de changer. Donc on en reparlera plus tard, mais en termes, je pense particulièrement en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisme, en fait, de vision stratégique et programmatique de son territoire, on voit que les choses sont totalement en train de changer. Et pour autant, il me semble maintenant de ce perchoir AMF de repérer que les acteurs publics ne sont pas nécessairement suffisamment outillés pour faire face à tous les enjeux qui se présentent à eux. Donc on va en parler un peu plus en détail, mais voilà ce que je souhaitais vous dire, en tout cas en introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Mathilde Gralpoix, je suis professeure d'université à l'université de Tours en aménagement urbanisme. Donc aménagement urbanisme, c'est une discipline académique en France, c'est pas toujours le cas à l'international. Mais il se trouve que c'est une discipline aux côtés de la géographie, de la sociologie, de la science politique, de l'anthropologie, qui accueille en partie toutes ces disciplines consoeurs, mais qui fait aussi effectivement discipline en tant que telle. Et pour lesquels une des marques de fabrique, c'est quand même cette idée de recherche-action. Donc c'est un terme qu'on aura peut-être l'occasion effectivement de développer un peu sur cette table ronde, mais avec autant la partie recherche qu'avec la partie action. Donc il y a quelque chose qui est assez naturel, enfin, en tout cas qui est un peu dans notre ADN en tant qu'enseignant-chercheur en aménagement urbanisme, que de se poser cette question des liens entre l'action publique, et comme Soraya l'a dit hier, ça comprend à la fois l'élaboration des politiques publiques, mais aussi les mobilisations citoyennes, mais aussi le travail des associations, des militants, des lobbies, etc. Tout ce qui vient concourir à l'action collective, à l'action publique. Et cette discipline, donc, elle est nécessairement, comme on l'a commencé à le débattre aussi hier, multidisciplinaire. Et puis c'est aussi l'occasion de se présenter. C'est ça qui marque aussi un peu mon parcours en tant que chercheuse et qu'enseignante. Puisque j'enseigne donc les sciences sociales, principalement la science politique, vu que c'est ma formation d'origine, dans une école d'ingénieurs universitaires à Tours, qui fait partie d'un des réseaux des écoles universitaires en France, dans un département qui est un département d'aménagement et d'environnement. Donc on forme des élèves ingénieurs à ce qu'on appelle le génie de l'aménagement et de l'environnement. Donc on n'a pas beaucoup d'autres formations identiques en France. On a des consoeurs et des confrères à Reims aussi. Mais effectivement, donc on a à cœur cette pluridisciplinarité, tant du point de vue pédagogique pour la formation, l'élaboration de nos maquettes pédagogiques et puis la diplomation de nos élèves ingénieurs, mais aussi pour la recherche, puisque du coup je suis chercheuse au laboratoire CITER.
C'est avec une petite émotion que je nomme mon laboratoire dans cette enceinte du CNRS, puisque c'est un laboratoire donc interdisciplinaire sur les questions de société, d'espace, qui travaille aussi bien sur les questions de recherche urbaine, de recherche environnementale, sur les questions de patrimoine. Et nos collègues du quotidien en matière de recherche sont aussi bien sédimentologues, hydrologues, évidemment ingénieurs. Ils travaillent en système d'information géographique, en base de données, et puis aussi évidemment en droit, en aménagement, en géographie, en architecture aussi, etc. Donc cette pluridisciplinarité au service de l'étude de la transformation des territoires, elle est un peu consubstantielle à nos parcours en tant qu'enseignant-chercheur. Et je suis, à titre personnel, du coup, chercheuse sur les questions d'analyse des politiques publiques locales, sur les questions de prévention et de gestion des risques, et avec l'idée que c'est un lecteur, c'est une clé de lecture super dynamique depuis déjà 15 ans pour comprendre l'évolution à la fois de la formulation des politiques publiques. Donc qu'est-ce que c'est qu'un problème public? Comment est-ce que ça émerge? Comment est-ce que ça vient à l'agenda? Notamment en termes d'analyse des politiques publiques. C'est plutôt ça que je fais moi que de l'étude électorale ou que de l'étude des mobilisations citoyennes ou partisanes. Et tout ce qui est aussi la question des instruments de politique publique, donc comment est-ce que ça se choisit, comment est-ce que ça se met en œuvre, les questions d'évaluation de politique publique, etc., comme vous parliez de l'analyse coût-bénéfice. Donc voilà, donc ça fait partie effectivement, je pense, des disciplines qui viennent enrichir les sciences des risques, puisqu'on est quand même une communauté en France de chercheurs en sciences sociales à travailler sur ces questions-là, avec ces approches-là. Je suis absolument pas unique en la matière. Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans ce programme IRIMA, et notamment à la fois dans les projets cibles et dans les projets qui ont été retenus récemment, de mettre un peu lumière aussi sur cette partie de la recherche et de la travailler en complémentarité avec l'ensemble des sciences et des disciplines représentées dans le programme. Et donc je terminerai à ce titre en disant que je suis très heureuse d'être lauréate avec une équipe d'université et d'universitaires du projet qui s'appelle TETIS. Alors maintenant, il faut que je m'habitue à mon acronyme. Ce n'est pas qu'une déesse grecque des mers et des fleuves, mais c'est aussi l'acronyme pour dire transformation des hydrosociosystèmes. Bon, moi, je vais vous expliquer ce que c'est plutôt que vous donner l'acronyme parce que je ne l'ai pas encore imprimé dans ma mémoire, puisque c'est tout récent, puisqu'on a eu la notification en mars et que je remercie notamment peut-être encore les membres du comité international qui sont dans cette salle parce qu'on avait vraiment trouvé les auditions d'octobre extrêmement riches. Mais en tout cas, voilà, c'était un projet de recherche avec l'ensemble des universités d'Orléans à Tours sur le continuum ligérien qui se posera la question de la façon avec laquelle on fabrique les politiques publiques de prévention des risques hydroclimatiques, donc à la fois en traitant le multi-aléa, sécheresse et inondation, à la fois sur la question de ce continuum ligérien, de continuum de production des données, de traitement des données, avec les collègues sédimentologues, hydrologues, en mécanique des sols, en mécanique, en ingénierie civile, de continuité aussi dans les représentations et dans les perceptions, à la fois sur la question des paysages et de l'occupation des territoires, avec les collègues d'Agrocampus Angers notamment, et puis de continuité dans les politiques publiques et la mise en œuvre des règles, notamment en termes d'aménagement et de prévention des risques, avec notamment l'université de Tours sur ces questions-là, nos collègues juristes et nos collègues en analyse des politiques publiques. Voilà pour moi. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Léa Morfoas, je travaille à la ville de Paris. Je suis responsable du département adaptation résilience climatique, donc à la direction de la transition écologique et du climat à la ville de Paris. Un point commun avec ma voisine, c'est que j'ai aussi une formation en sciences politiques et je suis aussi ensuite passée par le monde de l'aménagement et de l'urbanisme avant d'arriver à la ville de Paris assez récemment, il y a 1 an et demi. Je travaillais initialement donc j'étais en charge de la mise en œuvre de la stratégie de résilience qui a été la nouvelle stratégie de résilience qui a été adoptée par la ville en novembre 24. Et au cours de l'été dernier, les équipes résilience et adaptation climatique ont fusionné. Donc c'est quand même c'est un signe, ça donne une orientation en tout cas à la résilience
en tout cas à une partie de la résilience, puisque maintenant donc je gère cette petite équipe qui travaille. Alors c'est beaucoup plus efficace d'être réunis sur un certain nombre de sujets, mais donc voilà, on travaille sur donc l'adaptation et la résilience climatique, sachant que les autres pans de la résilience sont portés par les autres directions de la ville de Paris. Pour vous présenter rapidement la direction de la transition écologique et du climat. Donc on a été un petit peu réorganisé à l'été dernier, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on a 3 pôles un peu d'expertise. Donc le pôle planification écologique qui met en œuvre le plan climat, qui lui aussi a été adopté dans sa dernière version en novembre 24. Le pôle qualité environnementale et évaluation qui là va vraiment travailler sur des enjeux de qualité de l'environnement, sonore, pollution, mesure, évaluation, donc là qui est un petit peu plus technique. Et notre pôle adaptation, résilience, eau et eau dans la ville et Seine. Et donc, voilà, j'ai des collègues qui travaillent effectivement sur l'écosystème de la Seine et la présence de l'eau dans la ville. Et enfin, on a 2 services un petit peu plus transverses qui sont, alors j'ai oublié le pôle énergie évidemment, qui coordonne le rapport, enfin toutes les concessions avec les opérateurs de réseau, et le service engagement du territoire qui là fait vraiment le lien avec les acteurs du territoire, entreprises, associations, mairies d'arrondissement, citoyens, et qui travaille sur la mise en œuvre à l'échelle locale de certains projets. Donc voilà comment on est constitué. Donc nous, au sein de mon équipe, alors on est une petite équipe, on est 4 personnes, donc adaptation, résilience climatique, on travaille sur l'adaptation climatique de Paris à un scénario plus 4 degrés horizon 2100. Évidemment, il y a beaucoup de gens à la ville de Paris qui travaillent sur des missions d'adaptation climatique. Je pense à tous mes collègues, évidemment, de la direction des espaces verts qui, eux, travaillent sur la végétalisation. Mes collègues de la construction publique qui travaillent sur la rénovation des équipements publics. Nous, à la DTEC, donc la direction transition écologique et climat, on a des missions assez particulière. On est une toute petite direction comparée aux autres directions de la ville. On travaille sur la mise en œuvre de projets pilotes et d'expérimentation. Donc on est vraiment sur de l'expérimentation de petite échelle en général. On teste ce qui marche. Alors ça peut être des projets voilà, de participation citoyenne, ça peut être des projets plus de mise en œuvre de solutions techniques innovantes. Mais en tout cas, on travaille sur voilà, du projet pilote, de l'expérimentation qui, si ces projets font leurs preuves, sont ensuite transférés aux directions opérationnelles pour une mise en œuvre à plus grande échelle. C'est par exemple le cas du projet des cours Oasis dont vous avez peut-être entendu parler, donc de débitumisation des cours d'école pour l'infiltration des eaux de pluie, le rafraîchissement local, etc. Donc c'est un projet qui a démarré dans notre équipe il y a quelques années avant que j'arrive et qui maintenant a été transféré pour une mise en œuvre beaucoup plus large à la direction des affaires scolaires. Donc voilà, c'est... Donc nous, on travaille sur l'adaptation de la ville, comme je vous l'ai dit, soit par l'expérimentation de solutions techniques. On essaye de plus en plus de travailler à la mise en œuvre aussi de mesures d'adaptation organisationnelle. C'est pratiquement le plus difficile, voilà, d'adapter les écoles, par exemple, aux vagues de chaleur, de poser la question de l'adaptation des rythmes scolaires, etc. Finalement, travailler sur ce genre de mesures d'adaptation, c'est presque plus complexe que de travailler sur... je force un peu le trait, mais sur des mesures techniques. On mène des études prospectives pour mieux cerner des phénomènes, par exemple, qu'on ne connaîtrait pas bien. Je pense là au phénomène de risque d'inondation par ruissellement, qu'on connaît beaucoup moins bien que le risque d'inondation par crue, qui est déjà assez bien cerné, très documenté. Et donc, on lance comme ça des études un petit peu pour défricher des sujets, soit pour défricher des sujets qu'on maîtrise mal, soit pour volontairement mettre ces sujets à l'agenda politique, les mettre en lumière et leur donner de l'importance pour ensuite plus de mise en œuvre. Et on travaille, et je pense que c'est ce volet-là dont on parlera principalement aujourd'hui, sur des enjeux... Alors,
je ne sais pas si c'est le bon mot, de sensibilisation, enfin d'acculturation, de renforcer la culture du risque au sein pour les Parisiens et les Parisiennes, et de bien faire comprendre les risques auxquels le territoire parisien est soumis, les risques un peu classiques, les risques émergents, quels sont les bons comportements à adopter, construire véritablement une culture du risque et des bons réflexes à adopter en cas de crise. Et donc ça, on travaille étroitement sur ces sujets-là avec la cellule de gestion de crise de la ville de Paris, qui est donc une cellule dédiée. Donc nous, on est sur un volet plus prévention, renforcer la culture du risque, et on travaille en lien avec eux qui vont évidemment gérer en direct la crise lorsqu'elle survient. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais à tous ces endroits, il y a des liens avec la recherche. Et on a notamment à la DTEC, dans notre direction, un service qui est responsable, qui est la porte d'entrée pour les acteurs de la recherche en lien avec les questions de transition écologique et climat. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Elsa Cortijo, je suis directrice de recherche CNRS et je suis directrice exécutive de l'agence de programme Climat, Biodiversité et Société durable, qui fait partie de ces nouveaux objets. Je vous en dirai un mot dans un instant. Donc contrairement à tous mes homologues de la table ronde, je suis complètement incompétente sur les sujets de risque. Et si je suis là, c'est du fait des missions que nous avons souhaité donner à cette agence de programme. J'y viendrai dans un instant. Alors, je suis une directrice de recherche au CNRS, donc je suis chercheur et je suis paléoclimatologue. J'étais paléoclimatologue quand je faisais de la recherche. J'ai été directrice d'unité dans le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et puis, j'ai fait un petit pas de côté. Je suis partie au CEA où j'ai été directrice de la recherche fondamentale. Et là, j'ai vu d'autres sujets et aussi une gestion du risque, le risque nucléaire, le risque des expérimentations sur les animaux, etc. Enfin, une façon de voir le risque de là où je me trouvais, c'est-à-dire pas plutôt en cellule de crise qu'autre chose, mais une approche du risque par cette petite expérience-là de 4 ans. Alors, depuis 2 ans, je suis directrice exécutive de cette agence de programme. Pour ceux d'entre vous à qui ça aurait échappé, les agences de programme ont été créées en janvier 2024, après le discours du président de la République, de décembre 2023, avec un objectif commun à l'ensemble des agences de programme, mais dans les 2 premières années de fonctionnement, finalement, chaque agence a un petit peu fait évoluer les choses. Donc, il y en a 7 des agences de programme sur des enjeux sociétaux. Je vous ai dit climat, biodiversité et société durable qui a été confiée au CNRS dans une vision de coordination nationale de l'ensemble des acteurs concernés par la thématique. L'INRAE porte agriculture et alimentation durable, forêt, recherche et ressources naturelles associées. L'INSERM porte la santé. Le CEA en porte 2 sur l'énergie décarbonée et sur les composants numériques. L'INRIA en porte 1 sur le numérique dans son volet usage, algorithme, logiciel. Et puis le CNES, qui était déjà une agence de programme, reste une agence de programme et porte le spatial. Ça ne pave pas l'ensemble de la recherche, vous le savez tous. Et donc, l'objectif que nous sommes donnés au CNRS avec l'ensemble des partenaires de l'agence, ça a été d'essayer de positionner cette agence, compte tenu des thématiques qu'elle porte, à l'interface entre la recherche et les politiques publiques et la décision publique, ce qui n'est pas une mince affaire. Et si je devais résumer nos missions, il est attendu de nous de mener des exercices de prospective scientifique pour proposer des programmations de recherche à l'État de type PEPR. Ça, c'est vraiment la mission principale à très grosse maille et vraiment avec une option de coordination de l'ensemble des acteurs de chacune de nos thématiques. Alors, nos premières actions... en 2024, la ministre de la Recherche de l'époque, Sylvie Retailleau, avait mobilisé 300 millions d'euros auprès du SGPI pour que les agences de programme commencent à travailler. On a tous fait des propositions. Pour notre part, on a fait une proposition sur la dynamique de la biodiversité. Enfin, on en a fait 3, mais notamment celle-là qui a été retenue par l'État. Et ça a commencé le 1er mars, là, donc on est content.
On a eu aussi un travail prospectif sur l'élaboration de la prospective scientifique polaire. Vous savez ou vous ne savez pas que la France s'est dotée d'une stratégie nationale polaire, qui est un enjeu de souveraineté au-delà d'être un enjeu de recherche. Et cette stratégie nationale polaire n'avait pas de pendant scientifique à jour. Donc on a conduit cet exercice en s'appuyant sur le CNRS, qui est le principal acteur du polaire en France. Et on a des sujets en cours, un sujet notamment sur la géo-ingénierie, qui est porteur de risques en soi, qui se déploie et se développe beaucoup. Si vous faites un peu attention à l'actualité dans un certain nombre de journaux, vous verrez apparaître des prises de position, des tribunes. Je pense notamment dans les Échos, hier ou avant-hier, il y a une prise de position du philosophe Gaspard Ganser sur le sujet, les risques que font courir les déploiements ou la perspective de déploiement de technologies de géo-ingénierie climatique, pour donc modifier le climat à grande échelle et pas seulement éviter que la grêle tombe sur la parcelle de vigne de l'agriculteur qui veille au grain, c'est le cas de le dire. Donc tout ça, c'est un sujet qu'on a pris dans l'agence. On s'est donné comme logique de prendre nos sujets de travaux dans une perspective interdisciplinaire et systémique. La géo-ingénierie, ça n'est pas qu'un sujet de climat. J'ai envie de dire, c'est même pas du tout un sujet de climat aujourd'hui. C'est un sujet, et c'est pas non plus un sujet de technologie, parce que c'est probablement pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, mais c'est avant tout un sujet juridique, un sujet philosophique, un sujet de gouvernance. Enfin voilà, c'est vraiment des enjeux majeurs qui dépassent très très largement les sciences du climat. Et pour conclure cette toute petite introduction, je dirais que finalement, ce qu'on voudrait faire de cette agence, c'est apporter à l'État une capacité de réflexion, non pas opérationnelle, non pas dans les quelques années qui viennent face à des questions qui se posent de manière opérationnelle et qui doivent trouver des réponses à travers des recherches-actions, par exemple, mais plutôt arriver à faire de la maïeutique auprès des différents services de l'État sur des enjeux à long terme pour lesquels on peut mobiliser la recherche dans sa capacité de réflexion de long terme. Voilà. Merci beaucoup pour justement ce premier tour de présentation qui nous donne déjà à voir, je dirais, la variété à la fois des positionnements, des actions qui concernent les rapports entre recherche, expertise, action publique entendue, non pas simplement comme les politiques publiques, mais comme les politiques à différentes échelles que nous menons. Peut-être que dans un deuxième temps, on peut essayer d'explorer ensemble quels sont, de votre point de vue, finalement les nouveaux enjeux, parce que ou les problèmes, quand on dit enjeux, on dit les problèmes auxquels on fait face dans la manière d'organiser justement ces interfaces à partir des questions que vous avez à traiter. Et on a déjà eu un aperçu, et notamment que ces problèmes se posent à des échelles très différentes. Il n'y a pas simplement de dire recherche, expertise ou recherche, expertise, action publique. C'est forcément déjà essayer d'identifier ces différentes échelles auxquelles les problèmes se posent. Peut-être que Stéphanie Bidault, si vous voulez bien commencer, et notamment vu qu'on vient d'une année où les inondations n'ont pas manqué en France, mais je ne veux pas forcément traiter que cette question-là, mais comment vous, à partir justement de la position où vous êtes, sur quoi vous souhaiterez mettre l'accent dans le futur sur les questions à traiter? Alors, vaste sujet. Alors, on a déjà dit, on a déjà abordé en fait certains sujets. Ma collègue de la ville de Paris a parlé par exemple de faiblesse ou déficit de connaissances sur certains risques. Donc je partage totalement par exemple le manque encore que l'on peut avoir sur le risque de ruissellement. C'est vrai que débordement de cours d'eau, submersion marine, les cartographies existent, on a pas mal de choses, mais sur la question du ruissellement,
On est encore un peu au milieu du gué sur des cartographies très claires et très fines. Alors pourquoi je parle de connaissances? Parce qu'il faut bien comprendre que les élus, pour pouvoir agir, ont quand même besoin en fait d'informations relativement fines et de connaissances relativement claires et précises. Et on voit bien qu'une des difficultés rencontrées par les élus, c'est on va dire le silo même technique des différents risques et donc de la connaissance qui existe en face de chacun de ces risques. Alors on a la cartographie débordement de cours d'eau, on a la cartographie submersion marine, on va avoir maintenant des cartographies retrait-gonflement des argiles, on a des cartographies en fait cycloniques, on a tout un tas de cartographies, mais on voit bien que ces cartographies en silo, pour pouvoir être gérées au niveau de l'action publique, elles doivent être présentes en multirisque. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a des vrais manques sur cette vision transversale technique des différents risques où tout est en fait et reste siloté. Et ça, c'est vraiment une des difficultés importantes rencontrées par les élus, puisque vous imaginez bien quand un maire a à prendre en considération les effets du changement climatique, le climat au sens large, lui, il doit recevoir la totalité des informations et à 360 degrés, parce que pour lui permettre d'intégrer l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces connaissances dans ses politiques publiques, on parle de l'urbanisme, mais on peut parler aussi du transport, on peut parler aussi de l'alimentation, parce que tout est extrêmement lié. Et là, il y a énormément de difficultés. Donc, les élus, mon observation, c'est que les élus font face à beaucoup d'injonctions. Donc beaucoup d'injonctions aussi parfois contradictoires. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans la recomposition spatiale, un des gros enjeux actuellement, vous avez tous conscience, c'est sur le littoral. Et la recomposition spatiale qui se pose sur le littoral, elle renvoie à plein de sujets. C'est-à-dire que quand on a compris qu'un certain nombre de territoires littoraux ne seront plus habitables, un élu doit se poser la question: qu'est-ce que je vais faire de ma population? Qu'est-ce que je vais faire des infrastructures? Qu'est-ce que je vais faire des routes qui sont concernées en fait par ce grignotage progressif, et où en fait je vais installer les gens, où je vais installer mes infrastructures. Et là en fait on est totalement au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a la loi climat et résilience qui donne l'injonction en fait aux élus locaux et en particulier aux maires d'intégrer ces informations-là dans ces politiques publiques, mais une incapacité assez importante des élus locaux actuellement de pouvoir trouver les solutions. Et donc on n'est plus aussi, je voudrais casser l'idée, on n'est plus dans le déni des élus locaux en fait à ne pas vouloir intégrer les effets du changement climatique. Enfin moi je pratique les élus dans mon quotidien, on n'est plus là-dedans. Il y a 10 ans, on en percevait encore des élus qui étaient un peu dans le déni, y compris sur le littoral. Depuis les événements certainement à répétition en fait, qui ont inscrit dans notre mind personnel ces effets, on n'est plus du tout dans la même perception. Donc là, il y a vraiment un besoin en fait de la recherche, et nous, ce qui nous déplaît en fait à l'AMF, c'est que on est donc dans un monde qui est en train de changer très vite, avec donc des évolutions climatiques assez rapides. On a des parlementaires en fait qui se saisissent de la loi pour intégrer des éléments de façon très rapide, et on peut les comprendre, mais on n'a pas l'outillage et on n'a pas la boîte à outils qui permet de répondre à ces objectifs. Donc nous, on a une vraie attente en fait sur ces sujets-là. Donc je donnais l'exemple du littoral et de la recomposition spatiale, mais actuellement on a été mis dans un programme de recherche, le CNRS
CNRS a pensé à nous sur un sujet qui concerne l'interface des milieux urbains et des incendies pour comprendre un peu et peut-être anticiper ce qui s'est passé aux États-Unis en 2024, en 2025 et voilà, faire face à... Alors c'est une expertise vraiment scientifique puisque c'est une synthèse bibliographique, mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place un comité des acteurs intéressés par ce sujet-là. Et les scientifiques qui ont en charge ce projet ont écouté les acteurs de terrain dans leurs attentes par rapport au sujet pour essayer de cibler la réponse bibliographique et la synthèse bibliographique par rapport aux besoins en fait des acteurs. Donc effectivement, je pense qu'on a besoin d'avoir plus systématiquement ce type de lieu où les acteurs puissent échanger entre eux, puissent partager, parce que je le disais en fait en arrivant ici, on est quand même dans des mondes très différents les uns des autres, même les sémantiques. Quand Mathilde commençait à donner le titre du projet, je me crispais un peu en me disant est-ce que je vais comprendre même en fait le titre de ce projet, et moi arriver à faire le lien après en passeuse un peu d'informations auprès des acteurs pour qui en fait ces résultats vont être intéressants. Et là déjà on voit, on a même des fois des difficultés de sémantique à comprendre où va le monde de la recherche. Voilà. Et donc on a besoin, me semble-t-il, vraiment de lieux pour pouvoir échanger entre acteurs, pour pouvoir partager en fait les besoins du terrain et voilà la recherche et l'expertise. Alors c'est pas, je sais très bien qu'il existe des lieux en fait où ça fonctionne très bien. Alors je donnais l'exemple en aparté des métropoles. Les métropoles en fait ont souvent des services dédiés sur la question des risques et sont très en avance, peuvent mettre en place vraiment des liens très très forts avec des universités, avec des programmes de recherche. Moi, ce que je vois maintenant en arrivant à l'AMF, le problème, c'est que ça ne transpire pas sur les autres territoires. On n'arrive pas à passer, en fait, de façon presque industrielle sur la reproductibilité, en fait, et l'industrialisation d'un certain nombre de dispositifs. Et je pense que c'est là où il y a un vrai enjeu, en fait, parce que le monde change, les choses vont très, très vite. Et moi, je remarque que beaucoup d'acteurs et d'acteurs publics sont laissés sur le bord de côté, en fait, sans outillage, et ça c'est un problème. Et c'est pareil pour l'État, hein. Je parle en fait, moi je parle bien évidemment des collectivités territoriales et des élus, mais je remarque aussi que l'État se fait extrêmement dépasser. Par exemple, si je reprends mon exemple de la connaissance sur le risque de ruissellement, la plupart des métropoles ont les services maintenant suffisamment importants et donc dédient des moyens avec des études hydrauliques extrêmement précises, voire se font aider par des chercheurs et par la recherche, et donc en fait déploient des outils. Mais un certain nombre et toutes les autres intercommunalités n'ont pas ces moyens-là. Et donc, on crée aussi des mondes à plusieurs vitesses sur notre territoire. Et ça, c'est un réel problème parce que les enjeux sont collectifs. Les enjeux, en fait, regroupent l'ensemble de la population. Et la population n'est pas du tout égale, en fait, dans la réception de ces informations. Donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu important. Je ne sais pas si on reprendra, voilà, mais on pourra aller un peu plus loin là-dessus. Mais là, vous posez déjà vraiment un ensemble d'enjeux, que ce soit le fait que la recherche se fasse en silo, mais aussi la communication où les outils qui sont fournis le sont aussi, comme si ces risques pouvaient être parfois indépendants sur un même territoire. Et vous appelez à regarder, justement, si on part des enjeux qui sont ceux des élus ou des acteurs des territoires, déjà de considérer qu'elles ne se posent pas du tout de la même manière que celles pour un certain nombre de chercheurs. Parce que je pense qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent justement à l'intrication de ces différents risques, à leur superposition sur les mêmes territoires. Et c'est une difficulté réellement énorme. Donc, un appel aussi à ce que ces outils soient produits, mais aussi ces inégalités de moyens
pour gérer un certain nombre des problèmes dans un monde de politique publique en transformation. Je ressouligne ces éléments-là parce que je voudrais peut-être que Mathilde, peut-être même Léa, parce que vous avez introduit l'inondation de ruissellement, et ensuite peut-être passer à l'échelle nationale avec Elsa. Oui, alors plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. La première chose qui m'était venue à l'esprit, c'était pour celles et ceux qui l'ont vu, et je vais venir à tes sujets tout de suite après Stéphanie, mais il y a eu un appel à projet de l'ANR de recherche-action en sciences avec et pour la société sur les questions de... Attendez, je me relis parce que je l'ai déjà oublié. Co-construire les politiques publiques par l'expertise scientifique sur la question des grandes transitions sociales et environnementales qui étaient à rendre pour le 17 septembre. Tout ça pour vous dire qu'au premier webinaire de l'ANR pour la préparation de cet appel à projet, donc SAPS, Sciences avec et pour la société, recherche-action, il y avait 200 participants. Donc je n'envie pas les évaluateurs et évaluatrices de l'ANR qui vont avoir à faire la sélection puisqu'il y aura 10% de projets sélectionnés. Mais ce qui me permet de vous dire que je pense quand même qu'il y a une communauté scientifique qui est prête à faire ce travail de recherche-action, qui a envie de le faire, pour les politiques publiques, pour l'expertise publique et qui a envie de le faire sur les grandes transitions environnementales et sociales. Donc vraiment, je pense que ça, il faut l'avoir dans un coin de la tête et puis se poser la question de qu'est-ce que vont devenir ces 80% de projets qui ne vont pas être sélectionnés. Ils repostuleront bien par ailleurs à d'autres moments, mais donc en fait, je voulais dire ça. Et en plus, c'était une recherche interdisciplinaire, parce que si je regarde juste à mon université, vraiment, il y a des composantes très différentes qui ont répondu. Après, je pense aussi que dans les collectivités locales, il y a des solutions qui sont produites tous les jours sur les questions qui nous intéressent, là, de risques. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle effectivement aussi de la question des effets multibénéficiels ou co-bénéficiels dans lesquels la question des risques s'implique, que ce soit sur des dispositifs de type solutions fondées sur la nature, mais d'une manière générale sur toutes les initiatives de désartificialisation des sols, de travail sur le grand cycle de l'eau, de travail sur les questions de biodiversité, comme on en a parlé tout à l'heure. Il va y avoir un enjeu quand même extrêmement complexe, à laquelle j'ai pas du tout l'intention de donner une réponse tout de suite, qui va être de dire comment est-ce que c'est notre communauté de scientifiques sur la question des risques, elle vient aussi apporter ses résultats dans une logique où vous parliez de la connaissance. Moi, j'entends bien ce que vous avez dit. On a eu un débat hier là-dessus qui était très intéressant sur jusqu'où doit aller la connaissance scientifique pour un moment donné se sentir assez précise ou alors assez légitime pour pouvoir aider l'action publique. Et moi, j'avais l'impression quand même que dans les éléments de discussion qu'il y avait, c'est qu'il y avait aussi quand même une question à la fois de confiance dans le savoir scientifique, parmi tant d'autres, et aussi à un moment donné, comme vous le dites, de prise de décision dans des environnements d'injonction contradictoire, dans lequel, à ce moment-là, il n'est pas tout à fait sûr, selon moi, que ce soit la précision millimétrée, le quadrillage de la connaissance scientifique qui fasse prendre la bonne décision à l'élu avec lequel vous travaillez, que ce soit un élu de grande métropole ou un élu de territoires périurbains, ruraux, etc. Donc, il y a aussi une question, on est là pour parler de ça, de relations à nouer, à tisser entre l'action publique, la connaissance académique, universitaire, de recherche, etc. Et puis peut-être, je sais pas, de réfléchir à cette idée de ce que l'Europe appelle, des mesures sans regret ou des services écosystémiques co-bénéficiels, multibénéficiels. Et bon, voilà, ça, je sais pas où nous, en tant que communauté sur les risques, on se place exactement là-dedans, mais en tout cas, c'est des initiatives comme vous le montrez à la ville de Paris. En fait, on en voit quelques-unes sur les territoires. C'est souvent des territoires un peu novateurs, effectivement, enfin en tout cas novateurs, qui réfléchissent la question climatique dans leur politique publique et qui créent des directions transversales autour de la transformation écologique, de la transition écologique, mais même d'avoir une seule et même direction qui parle des risques parfois naturels et technologiques. On a des collègues du Havre aussi qui sont là, qui connaissent bien la question. Déjà, ça n'a pas toujours été évident dans les collectivités, pour les collectivités locales. Mais voilà, moi je pense que c'était une des choses d'ailleurs que j'avais un peu prévu de dire, c'était d'essayer de jeter un peu cette idée
sur la question des projets transversaux, des projets qui font plusieurs bénéfices sociaux, pour dépasser un peu les points limites que vous aviez donnés tout à l'heure. Voilà, je garde le reste peut-être pour plus tard. Alors, je suis désolée, moi je dois admettre que j'ai dans mes expériences professionnelles jusqu'ici très peu travaillé avec le milieu de la recherche. Donc en parlant de minorité, je me sens un peu cernée. Mais ça prouve justement qu'il y a vraiment des liens à faire aujourd'hui sur les missions qui sont les miennes. En tout cas, alors je voudrais pas parler pour mes collègues de la ville de Paris qui, eux, comme je vous l'ai dit, on a une équipe qui est dédiée vraiment aux relations avec les acteurs de la recherche. Donc nous, c'est un sujet, la relation avec la recherche, qui est vraiment placée, qui a une place très importante au sein de notre direction. Maintenant, le lien, il reste à être renforcé, je pense, sur la façon dont nous, qui sommes à des postes très opérationnels, on peut s'emparer et travailler avec à la fois les résultats de cette recherche, mais aussi avec, je pense, de manière plus générale, la démarche qui est la vôtre en tant que chercheur, peut-être un positionnement différent, une façon de regarder les choses qu'on peut utiliser aussi, nous, dans nos propres méthodes de travail. Donc bon, mes collègues travaillent sur... Il y a des recherches qui sont menées actuellement sur les solutions fondées sur la nature, notamment dans les quartiers politiques de la ville, en termes de renaturation de l'espace. On travaille beaucoup sur des problématiques de genre, de transition juste. On a travaillé beaucoup avec le GREC et publié une série de carnets à la fois vraiment en recherche sciences dures, excusez-moi si j'emploie les mauvais termes, mais aussi en sciences sociales. En tout cas, et nous, dans notre département, je pense que les liens avec la recherche, ils sont de plusieurs natures. On a à la fois utilisé ils sont très précieux déjà pour effectivement appuyer, fonder les politiques publiques sur quelque chose de scientifique, de solide, de sérieux, de consolidé. Et donc ça donne énormément de poids à ce qu'on peut présenter à un élu. Enfin là, en plus, en termes de timing, on a un nouveau maire élu depuis une semaine, donc on va avoir une nouvelle équipe d'adjoints qui vont arriver, qui pour certains connaissent très bien leur sujet, qui pour d'autres connaissent très peu leur sujet. Et donc nous, on a aussi un rôle dans certains cas, on verra quelle est la prochaine équipe municipale, mais de proposer un certain nombre de projets, de proposer un certain nombre d'orientations, et on s'appuie sur les résultats de la recherche pour vraiment étayer nos propositions d'action. Donc ça, c'est très important. On a utilisé aussi le lien avec la recherche des chercheurs pour construire des scénarios prospectifs sur lesquels on allait ensuite engager les habitants, les citoyens, les Parisiens. Je prends un exemple concret, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on organise régulièrement des exercices de crise qui sont plutôt que des exercices qui nous permettent de tester nos procédés internes, nos réflexes entre services, etc., qui servent en fait plutôt d'événements, de communication grand public pour mettre sur la table des sujets importants, comme on a organisé il y a 2 ans un exercice simulant un dôme de chaleur à 50 degrés à Paris, avec des collégiens, des primaires, des parents, des Parisiens bénévoles qui ont joué. Et donc le scénario, on l'a construit avec le GREC sur la base de leurs prévisions scientifiques et de leurs recherches. Donc on utilise la recherche comme ça. Là, il y a aussi, c'est des considérations très politiques, mais c'est vrai que pour nous, c'est un temps idéal pour lancer des recherches en termes, je parle très concrètement, bête et méchant, mais on ouvre une prochaine mandature de 6 ans. Donc il y a le temps de mener des recherches ou de faire aboutir des recherches qui ensuite vont pouvoir s'emparer les politiques pour proposer en cours de mandat leurs prochaines actions. Et donc ça, c'est un timing politique qui est quand même très favorable à ce qu'on puisse travailler ensemble. Et enfin, je pense que, moi, à titre personnel, les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, ça m'intéresse particulièrement de travailler sur la question dont on peut embarquer la population dans... Alors, la gestion des risques, je ne sais pas. En tout cas, déjà, la connaissance des risques, leur appropriation. Et ça, je pense que la recherche peut
beaucoup nous aider. Et des projets pilotes qui permettraient de réunir un peu des chercheurs, nous, Ville de Paris ou autres acteurs publics ou autres collectivités bien sûr, et des citoyens sur comment on crée des mécanismes de meilleure connaissance des risques et des réflexes à avoir dans un Paris à plus 4 degrés, ce sont des projets qui nous intéressent particulièrement. Merci. Moi, je voudrais peut-être insister sur... on a beaucoup parlé de risques qu'on connaît déjà. Le risque inondation, par ruissellement, par crue. Enfin, il y a des risques qui sont ancrés dans certains territoires et des risques qu'on ne connaît pas. Il y a tous les risques qu'on ne connaît pas encore parce que les risques multiples, alors ça a été un petit peu dit, mais j'ai été frappée par un rapport qui a été émis par les renseignements britanniques il y a un mois, enfin là assez récemment, et qui qualifie de risque pour la souveraineté britannique. Alors vous allez me dire, c'est très large, la perte des écosystémiques qu'il y a partout dans le monde. Et donc cette notion de risque-là, on en parle assez peu. Et finalement, l'un ou l'une d'entre vous l'a dit, les bénéfices écosystémiques, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à évaluer. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une situation où, ça y est, on a presque atteint le plus 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère industrielle. On quantifie, le dernier rapport de l'IPBES quantifie la perte de biodiversité à 1 à 6% en tous les 10 ans, avec finalement ce qui a été décrit dans ce rapport Nexus extrêmement complet sur ces risques cumulés qui génèrent de nouveaux risques. Et tout ça, je pense que là, la recherche a un rôle particulier à jouer, qui est finalement assez loin de la recherche-action et qui est plus dans une logique telle que je vous la décrivais au début pour l'agence, de préparation à des enjeux qui ne sont pas des enjeux auxquels vous faites face, vous, dans les communes, les communautés de communes, mais plus de dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, il y a de la recherche-action, enfin, il y a des choses concrètes qui peuvent être à l'œuvre, il ne s'agit pas de le nier, bien évidemment, mais on a un rôle aussi à jouer dans ce qui va nous arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur lequel nous, le travail de recherche qui est fait, quand je dis nous, ce n'est pas l'agence, hein, c'est nous, les communautés scientifiques en général, doivent apporter un éclairage. Et cette complexité des risques cumulés, on avait fait une proposition de programme en 2024 dans l'agence qui était ce qu'on avait appelé les risques ordinaires sur les territoires. Quand vous réchauffez continuellement la température pour arriver aujourd'hui à plus 1,5, mais à l'échelle globale, donc plus 2, 3, 4 sur certains territoires français, c'est pas la catastrophe, c'est pas l'inondation qui vient et qui dévaste tout sur son passage, auquel il faut évidemment trouver des solutions. C'est un risque insidieux qui s'installe sur le territoire, qui fragilise les infrastructures, qui fragilise les populations, qui génère de l'injustice sociale, et ça c'est un gros sujet aussi, en quoi le risque devient une menace pour la stabilité d'un pays et des différents corps sociaux. Donc cette notion systémique, il me semble, c'est là que le long terme a un rôle à jouer et on n'a pas tant de temps que ça pour l'aborder pour autant. Ce qui me frappe aussi en ayant, et puis je terminerai là-dessus, en ayant finalement essayé de commencer à voir comment on pouvait recueillir les enjeux de l'État. Et j'ai oublié de dire que dans l'agence, on a 35 partenaires, dont l'Association des villes universitaires de France. On a fait ce choix-là en se disant qu'on aurait à faire une population peut-être plus réduite que l'Association des maires de France. Et donc pour commencer, c'était un peu expérimental. On a aussi les associations de protection de l'environnement. Les industriels, pour nous, ce n'est pas aussi présent que pour d'autres agences. Et tout ça pour dire que finalement, en essayant de faire ce travail de maïeutique, un de mes interlocuteurs principaux, c'est le ministère de la Transition écologique, le ministère des Armées aussi. Le ministère des Armées a une réflexion de très long terme, à 10 ou 15 ans, probablement le seul ministère qui est vraiment une capacité ou une envie ou un besoin, je ne sais pas, de projection sur des échelles de temps qui sont compatibles avec ces points que je viens de mentionner. La direction de l'eau et de la biodiversité au ministère a fait ce travail de faire le tour de l'ensemble de leurs bureaux et d'en sortir une initiative qu'ils ont appelée Brio, sur laquelle ils pointent
tous les sujets pour lesquels, eux, de là où ils sont, ils ont besoin de la recherche. Et c'est extrêmement intéressant parce que ce travail-là, il peut nous donner aussi des pistes pour avancer, nous, en lien étroit sur il ne s'agit pas de dire que c'est l'action publique qui conditionne la recherche. Il s'agit de dire comment on marie les deux, comment on fait en sorte que les deux se rencontrent. Et c'est compliqué. Vous le disiez, mais c'est compliqué. Et ça, on voit bien qu'il y a du travail à faire, de la maïeutique et des jargons, des sujets où on ne se comprend pas, tout simplement. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment un besoin. Et ça demande du temps long. C'est-à-dire que tout ça sont des sujets, finalement, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais là, la crise fait que l'urgence nous tombe dessus et on veut aller vite. Et on n'a pas les moyens d'aller vite parce qu'on ne se comprend pas et que parfois derrière, il n'y a pas non plus de communauté de recherche structurée en relation avec. Il y a des gens qui travaillent un peu dans plein d'endroits, mais la structuration qui permet le débat n'est pas là non plus. Voilà, je m'arrêterai là. On voit que les enjeux sont nombreux et à différentes échelles. Donc on aura, je pense, aussi l'occasion d'y revenir dans un échange avec la salle. Je voudrais peut-être que dans la dernière partie de la table ronde, une des questions qui a commencé à être abordée par Léa Morfoys, qui est celle des relations avec les populations, puisque là on a parlé plutôt de l'interface chercheurs, politiques publiques, acteurs publics. On pourrait aussi aborder bien sûr les acteurs privés, les acteurs institutionnels, mais dans ces questions de risque, un des enjeux majeurs, vu que ces risques touchent nos sociétés au sens large, c'est justement ces relations avec les populations qui prennent des formes très différentes. Peut-être que je passerai d'abord la parole à Léa. Sébastien, je vous ferai intervenir parce qu'en dernier, vu que vous parlez, l'intérêt de parler justement d'expérience sur d'autres territoires, comment une ville comme la ville de Paris reconsidère, repositionne cette question-là avec les dernières mesures mises en place, notamment le campus de la résilience. Et comment vous voyez ça au-delà de la sensibilisation? Parce que il faudrait peut-être qu'on arrête de dire que les gens ne sont pas sensibilisés au changement climatique. C'est comme les élus. C'est quand même un sujet de discussion très courant, comment les politiques se décident, mais comment on fait face à des catastrophes qui peuvent être soudaines, mais aussi ce que Elsa a évoqué, c'est qu'on pourrait appeler ces risques ordinaires, ou on y reviendra tout à l'heure, ces slow disasters, c'est-à-dire finalement les catastrophes qui se fabriquent pratiquement au quotidien et dont on voit les effets à terme. Je ne dis pas que la ville de Paris doit traiter tout ça, mais je voudrais peut-être que vous introduisiez justement ce campus de la résilience. Oui, alors pour en dire deux mots, donc effectivement, l'acculturation des Parisiens au risque, enfin le fait de consolider, de construire une culture du risque partagée et plus solide, puisque on n'est pas, je pense, les meilleurs sur le sujet en France et notamment à Paris, c'est quelque chose qui est assez central dans la stratégie de résilience. Maintenant, la stratégie de résilience, elle n'a pas de valeur réglementaire, c'est un document stratégique, d'orientation. Il ne me semble pas qu'il y ait ce type d'objectif dans d'autres documents ou stratégies de la ville. Et donc, on teste par où on peut commencer, comment on peut faire, qu'est-ce qui marche pas. Et en fait, je vous apprends rien. Je pense que le constat, il est que en termes de mise en œuvre, on n'arrive pas à toucher les gens à très grande échelle. Et donc, on a conçu des jeux sérieux avec des habitants sur la question, alors assez maîtrisée, on est d'accord, du risque de crue. On organise des exercices de crise, donc ils font parler beaucoup des sujets régulièrement. On fait participer des enfants, ça remonte jusqu'aux parents, etc. Enfin, c'est quand même toujours un peu, on touche... on touche pas l'intégralité de la population en faisant ça. Donc on parle des sujets, on fait des campagnes de communication. Là, on essaie de travailler en formant les associations locales. Enfin, on a fait un premier test avec la FPCNT, de former des associations de quartier vraiment sur la question des risques, de la crise, etc. Mais encore une fois, pour que ça marche, il faudrait que ce soit vraiment déployé à une telle échelle qu'en termes de ressources financières et humaines, on n'arrive pas encore à trouver vraiment ce qui marche. Donc faire avec la population, évidemment, c'est mieux. Donc on se demande, est-ce qu'on peut travailler avec les gardiens d'immeubles? Bref, on est embourbé dans toutes ces questions-là.
Néanmoins, on a l'opportunité là d'avoir un lieu qui peut vraiment avoir de l'impact puisque c'est un lieu physique. On ouvre un campus de la résilience, donc, qui se situe dans une ancienne annexe d'un collège dans le 15e au métro Ballard et qui va être géré, co-administré par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la protection civile Paris-Seine et donc la ville de Paris. Donc évidemment, l'objectif de ce lieu qui est vraiment en démarrage, hein, on vient de remettre les clés, donc il y aura là l'idée c'est vraiment une montée en puissance et une ouverture grand public à partir surtout de l'automne prochain. L'objectif de ce lieu, c'est de renforcer la culture du risque des Parisiens, des Parisiennes, d'être un lieu de formation, de rencontres, de discussions autour de la question des risques et de l'adaptation au changement climatique. Et voilà, ça combinera, donc c'est un lieu d'échange entre acteurs qui peut être aussi un lieu un point de rencontre avec la recherche et qui combinera donc des expositions grand public, des conférences, des événements, des formations aux gestes qui sauvent, des expositions sur l'adaptation au changement climatique, des expériences un petit peu plus immersives ou un peu plus sensorielles et ouverts au grand public gratuitement. Donc, ce lieu, il faut maintenant, il y a tout un peu à construire, les partenariats, la programmation, la façon dont justement on va pouvoir via ce lieu toucher de plus en plus de monde. Mais on est au tout démarrage du projet. En tout cas, on se dit que ça peut être un lieu un petit peu qui catalyse différentes expérimentations autour de la question des risques. Et je rejoins votre remarque sur vraiment les risques, pas seulement les catastrophes, mais du coup d'adopter une posture assez différente vis-à-vis du risque. J'espère que ce lieu y permettra d'aborder ces sujets-là, donc pour les Parisiens, mais aussi pour nous, services publics, agents publics. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question, au-delà des risques et des catastrophes, de comment, dans un contexte dégradé, on travaille sur le maintien de certains, enfin des services publics, l'amélioration de certains, la transformation de d'autres, la création de nouveaux, c'est-à-dire vraiment du travail de prospective de qu'est-ce qu'il va falloir créer demain dans un contexte dégradé pour répondre aux besoins des populations. Et on va finir, merci, par donner la parole à Sébastien Boré, justement, qui intervient dans un contexte, on pourrait dire, différent, mais qui intervient aussi dans un pays connu à la fois par son niveau de risque et de risques multiples et par des expériences un peu différentes de ce qu'on connaît en France. C'est un investissement quand même plus important à la fois dans l'éducation au risque, mais peut-être plus sur ces nouvelles formes d'une gouvernance plus inclusive, plus soucieuse à la fois des différentes populations, mais d'intégrer d'emblée aussi les populations dans des définitions des différentes actions. Merci Soraya. Et déjà, j'étais très interpellé par beaucoup des discussions qui viennent de se faire et j'ai pris beaucoup de notes pour peut-être après notre table ronde qu'on puisse en discuter un peu plus. Oui, la spécificité japonaise est très simple. Quand vous parlez de temps long, nous on parle de temps court. Hein, par exemple, on est sous la menace d'un tremblement de terre et d'un tsunami qui pourrait faire plus d'une 30 000 victimes. Et on ne sait pas si c'est demain, après-demain, dans un mois, dans un an, mais on sait que c'est dans les moins de 30 ans. Donc il y a une urgence de se préparer dans la partie sud-ouest du Japon. Pour vous donner, parce qu'on parle beaucoup de cas abstraits, pour vous donner une idée... en matière de la gestion du risque, mon enfant qui a 5 ans a déjà fait depuis 2-3 ans des préparations non seulement au tremblement de terre, donc elle sait que s'il y a un tremblement de terre, il faut aller sous une table. Hein, elle le sait peut-être mieux que moi. Elle sait qu'après un tremblement de terre, quel est le prochain risque? Un incendie. Donc elle sait qu'il faut évacuer. Elle sait aussi que si elle est en bordure des côtes, il y a des tsunamis. Elle sait ce qu'est un tsunami. Les inondations, on vit près d'une rivière, donc j'ai dû tout de suite lui apprendre que voilà, si on est près d'une rivière, il faut absolument évacuer. Et tout ça, elle est censée le faire toute seule.
Et c'est là où j'ai envie d'apporter une réflexion un peu plus globale au problème du risque. Puisque, par exemple, en France, on a le problème du terrorisme. D'accord ? Et c'est aussi inclus au Japon. Même si le terrorisme est relativement un problème assez bas dans nos priorités, elle aussi a fait des préparations en cas d'un individu qui arrive dans l'école. Alors quand je dis ma fille, je dis bien sûr c'est toute l'école qui s'y prépare pour pouvoir protéger les enfants. Donc la notion de risque doit, je pense, être généralisée. On a des problèmes de risque qui ne sont pas abstraits, qui sont là dans notre vie de tous les jours. Une deuxième chose, je pense qu'il y a une question de responsabilité aussi. Au Japon, on n'attend pas que le gouvernement nous dise, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, vous devez faire ci, vous devez apprendre ça. On a, à l'échelle locale, et même à l'échelle dans nos quartiers, on a des associations dans lesquelles il y a des discussions sur la prévention de risques, comment, en tant que quartier, on doit se protéger si jamais il y a un incendie, si jamais il y a quelque chose. Et donc, il y a des échelles beaucoup plus locales qui peuvent nous intéresser. Et finalement, je veux aussi encourager à, et ça je pense que c'est vraiment un atout des sciences sociales, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas que les politiques publiques, on voit ce que les gens ont appris déjà, ou la culture a appris déjà à travers le long terme pour se protéger des risques dits naturels et autres. Donc il ne faut pas réinventer la roue des fois, il faut aller voir ce que les gens font et de voir de quel soutien ils ont besoin pour généraliser les choses. Et moi, par exemple, alors je vais vous donner des exemples concrets, on parle d'inclusion. Il y a donc des associations de quartiers dans ma ville qui s'appelle Sendai, où ils se préparent justement au tremblement de terre. Et à force de discussion, il y a des questions, par exemple, comment les personnes non-voyantes ou malvoyantes peuvent circuler dans le quartier s'il y a un tremblement de terre, sachant qu'il y a un danger de se retrouver dans des situations où la route, par exemple, n'est pas praticable, etc. Il y a des personnes en chaise roulante, il y a des personnes qui sont malentendantes, etc. Donc, il se pose la question en tant que communauté à l'échelle locale. Et malheureusement, et c'est là où il est important de penser aux politiques publiques, c'est une initiative locale. Donc, c'est une bonne chose, mais il faut pouvoir la généraliser. Et pour ça, il faut donner le moyen, il y a des moyens à partir de la ville, au niveau de la ville, justement d'encourager ce genre d'initiative, parce que il faut pas se leurrer, c'est une initiative, mais ça ne correspond pas à la réalité de la ville en elle-même. Donc il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Et donc, finalement, on parlait beaucoup d'acculturation, et je pense que c'est là peut-être l'intérêt que j'ai d'être ici, il faut vraiment échanger au niveau international. Puisque des fois, et là vous parliez des villes, des fois des villes qui ont beaucoup plus en commun à l'international que des fois dans le même pays. C'est-à-dire qu'une ville de Sendai, par exemple, a beaucoup plus en commun, peut-être avec une ville de la côte ouest des États-Unis ou de la côte est qui a aussi un risque de tsunami, ou peut-être en Indonésie, et par rapport à une autre ville qui est beaucoup plus protégée. On a des villes quand même au Japon qui ne sont pas vulnérables au tsunami, bien sûr. Donc il y a besoin comme ça d'échanges, et je pense que ça peut vraiment être un point fort du PEPR. Merci. Alors, juste pour rajouter un mot sur le fait que dans cette table ronde, on avait invité une 6e personne sur les Outre-mer. Parce que justement, là, on a surtout parlé de l'espace hexagonal. Et quand on se déplace dans les Outre-mer, les niveaux de risque qui ont été indiqués pour le Japon se pose exactement de la même manière, avec des difficultés sociales, politiques absolument majeures. Donc je voulais rajouter cet aspect dans la discussion avant d'ouvrir, c'est le moment peut-être d'ouvrir la discussion, les questions, l'échange avec la salle.
Oui, bonjour à tous, Stéphane Guillot. Peut-être je vais commencer par une question pour la salle, en fait. Qui dans la salle a lu son 10 crimes? D'abord, peut-être c'est quoi le 10 crimes? Voilà. 10 crimes, c'est le document d'information sur les risques dans votre village ou dans votre ville. Et en fait, ça rejoint un peu votre réflexion. Là, j'ai beaucoup aimé votre intervention, Monsieur Penel, sur le fait qu'effectivement, en France, on attend toujours beaucoup de l'État, et de l'État à toutes les échelles, hein, et en particulier, je pense au maire, où le maire doit être omniscient et connaître, et qu'en fait, qu'effectivement, les personnes, les citoyens ne sont pas informés, ils ne savent pas avoir les bons gestes. Et c'est vrai que c'est un vrai souci, puisqu'en fait, on n'est pas formé, effectivement, aux risques et au bon comportement, aux bons gestes. Je pense en particulier, et c'est peut-être une remarque pour vous, Léa Morphas, à propos de la ville de Paris, quand vous avez des ruissellements à Paris qui peuvent être très importants, vous avez des Parisiens qui s'engouffrent dans le métro et qui évidemment se retrouvent coincés, et c'est un risque majeur de se retrouver sous 3 mètres ou 4 mètres sous le sol, avec évidemment l'eau qui va s'engouffrer. Donc ma question, elle est justement dans une ville comme Paris, comment on informe, et le 10 crimes. Alors moi, il se trouve que je suis et parisien et dans la région grenobloise. Donc j'ai dans mon village à Grenoble ou à côté de Grenoble le 10 crimes, et que je lis. Et je connais les gestes parce que je les fais. Je regarde, évidemment, je suis sensibilisé. Par contre, à Paris, je n'ai pas cette information. Je ne crois pas avoir eu dans ma boîte aux lettres le 10 crimes. Et comment vous informer justement sur les citoyens, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour informer les citoyens sur les bons gestes en particulier sur les ruissellements, puisqu'on parlait des ruissellements, mais d'autres sur les vagues de chaleur, sur les inondations de la Seine ou autres événements, par exemple. Alors oui, c'est un problème qu'on a, hein, de savoir justement comment on informe les Parisiens. Donc il y a un kit d'urgence, alors initialement kit de survie, puis finalement on l'a quand même rebaptisé kit d'urgence, qui a été remis à jour il n'y a pas longtemps, qui a été mis en ligne. Mais évidemment, voilà, qui va voir le kit d'urgence sur le site de la ville de Paris? Donc il y avait plein d'autres trucs qui ont été essayés, des applications dédiées, mais également, est-ce que vous allez télécharger vous-même une application de la ville de Paris? Donc s'était posé la question de faire du boitage, c'est-à-dire de mettre dans les boîtes aux lettres le kit d'urgence. Peut-être qu'il faut qu'on se repose cette question-là. En tout cas, il existe, il est totalement libre. L'État aussi en a fait un. Ils sont à peu près similaires. Sur la question des bons gestes, notamment en cas d'inondation. Alors, par ruissellement, je ne sais pas encore vous répondre parce qu'on se penche sur le sujet de façon un petit peu plus approfondie maintenant. Sur la question des crues, par exemple, c'était suite aux inondations à Valence qui avaient quand même terrifié tout le monde. Du coup, on nous avait demandé d'organiser une journée de sensibilisation grand public au risque d'inondation, plutôt à Paris axée sur la crue. Et donc, on avait en mai dernier organisé une soirée simultanée sur le risque d'inondation, les conséquences sur la vie quotidienne à Paris et les bons gestes à avoir. Mais de la même manière, c'est vrai qu'on a organisé ces soirées en mairie d'arrondissement. Et donc, idem, se pose la question de qui va en mairie d'arrondissement un jour à 18h. Donc, soit il est au boulot, soit il est avec ses enfants, ou soit il va boire un verre en terrasse pour aller apprendre les bons gestes à respecter en cas de crue. Donc, il y avait eu beaucoup de monde, mais néanmoins, ça reste... on ne touche pas évidemment tous les Parisiens comme ça. Donc, tous les contenus sont disponibles, mais on bute toujours sur cette question de comment diffuser au plus grand nombre. Via l'école ou via les enfants, c'est un très bon... Et monsieur en parlait, c'est un très bon moyen. Et peut-être que c'est cette action-là qu'il faut qu'on renforce. Ouais, moi je voudrais rajouter quelque chose. C'est un bon exemple en fait, cette histoire de 10 crimes et de sensibilisation des populations. Mais pour moi justement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que le 10 crimes pour moi c'est une obligation réglementaire. Donc à un moment donné on a créé en fait cet outil-là et on en fait en fait un peu l'alpha et l'oméga de la sensibilisation des populations.
Or, tous les gens qui sont dans cette salle, qui sont des scientifiques, vont quand même, à mon avis, ont dans l'idée que c'est pas par un dit crime qu'on va en fait acculturer la population. On le sait tous, les recherches, quand je faisais référence, nous, aux travaux qu'on avait menés avec des sociologues, on sait tous que c'est un ensemble en fait d'actions qui vont permettre d'atteindre cette acculturation. Mon voisin le disait, c'est aussi dans l'information qui va être donnée dans les écoles, dans tout un tas en fait d'endroits. Et pour moi, c'est assez illustrant de la problématique que l'on a sur les risques, où on socialise on naturalise le risque et on ne le socialise pas. C'est-à-dire qu'on a le même problème dans les politiques publiques et dans la recherche scientifique. C'est-à-dire que pendant longtemps, les risques, ça a été une question d'ingénieur, en fait. C'est une question technique. Alors, Mathilde l'a dit, les choses ont changé, en fait, ont évolué, en fait, dans une dizaine d'années. Mais n'empêche que pendant très très longtemps, ça a été une question en fait éminemment technique qui n'était pas abordée justement dans les sciences, voilà, le droit, la sociologie, l'économie. En fait, on n'avait pas, et donc on a un peu de retard quand même là-dessus, parce que même si les choses ont changé sur les 10-15 années, on est très loin en fait de cet objectif de socialisation du risque dans l'ensemble des politiques publiques. Et moi, où je dis en fait qu'on manque d'outillage au niveau des collectivités territoriales, c'est aussi sur cette perception-là, c'est-à-dire intégrer le risque dans chacune en fait des entités publiques, des politiques publiques, et c'est là où je pense que l'on fera un grand pas. Et j'en profite pour dire où aussi je suis complètement d'accord avec vous sur l'objectif de la recherche, et où il faut bien scinder cette recherche opérationnelle et la recherche en fait plus large sur des risques émergents, parce que moi j'ai l'exemple en tête aussi de tout ce qui est risque glaciaire et périglaciaire, où là aussi l'État a pris, pour vous donner un exemple, l'État a pris une stratégie nationale de gestion des risques glaciaires et périglaciaires. Donc je veux pas dire qu'on met la charrue avant les bœufs, mais n'empêche qu'on a un espèce de traçage, alors que le contenu même des informations scientifiques n'ont pas été intégrés dans nos sociétés. Et en fait, on a un vrai problème avec ça, parce que le fait de lancer une stratégie nationale sur le risque glaciaire et périglaciaire, je le remets pas en cause, c'est très bien, mais il faut déjà accrocher. Moi, j'ai assisté à un webinaire, j'ai eu toutes les peines du monde, en fait, à comprendre, en fait, ce qu'on m'expliquait. C'est extrêmement, en fait, compliqué. Et donc, là, il y a ce besoin de traduction, de vulgarisation, après aussi de la recherche scientifique qui paraît vraiment importante. Donc, vive la naturalisation du risque. La naturalisation du risque. Au sens où les Nations Unies, justement, n'arrêtent pas de répéter que there is no such thing as natural disasters, mais qui a un peu de mal à pénétrer en France. Et je voudrais justement reposer peut-être la question à Mathilde et Sébastien, parce que merci d'avoir introduit, parce que c'est une perspective de sciences sociales, mais c'est une question que je me pose aussi pour notre PEPR, de savoir s'il ne faut pas abolir le mot sensibilisation. Parce que justement, dans l'acculturation au risque, quand il s'agit de sensibilisation, c'est une acculturation par du papier. Et dans la gestion des risques par le papier, ça je peux le dire en tant que chercheuse ayant travaillé y compris sur des plans de continuité, le papier reste du papier. C'est très bien d'en produire, mais on sait très bien, et ça sur la base de la littérature internationale, travail qui a été mené justement dans le PC Risque, qui est l'un des PC du programme, que la construction d'une culture du risque, c'est, et vous l'avez dit, mais je voudrais peut-être que les chercheurs aussi en sciences sociales l'indiquent plus, ou comment ils voient ça pour le futur, c'est plusieurs choses à la fois, mais c'est aussi de la pratique. Et ce côté pratique manque cruellement, mais cruellement, dans l'espace français. Et même quand on est supposé faire des exercices dans les Outre-mer, quand on regarde précisément qu'est-ce qu'on fait dans les écoles,
On pourra y revenir dans d'autres temps. Donc je voudrais peut-être revenir sur le cas du Japon, parce qu'on l'a eu justement, qu'est-ce que veut dire la sensibilisation, mais qu'est-ce que veut dire surtout construire une culture du risque. Mais je vais peut-être donner la parole d'abord à Mathilde qui voulait prendre la parole. Si... il y a un micro là-bas. Oui, je pensais à ça. Alors, du coup, je vais répondre à la question sur à bas la sensibilisation, mais juste avant, je me disais quand même, il y a quelques années de ça, qu'effectivement, quand on traitait ces questions d'information sur les risques, on voyait notamment l'exemple en Angleterre des flood groups à l'échelle des quartiers qui s'organisaient. Puis on a des collègues aussi qui à l'international, en Amérique du Sud, travaillent sur ces questions de vigilance à l'échelle des quartiers pour avoir des repères de crues. Donc je pense notamment effectivement aux inondations. Et puis pourquoi ça on le fait pas en France? Alors, il nous aura pas complètement non plus échappé. C'est là où il y a forcément une nécessité à remettre dans des contextes juridiques et politiques nos travaux de comparaison, mais que quand même on a une histoire républicaine qui fait que l'État a un petit peu du mal avec les corps intermédiaires. Donc c'est vrai que la question de l'organisation à l'échelle des quartiers, quand bien même parfois il y a des initiatives, c'est extrêmement compliqué après de les intégrer dans les politiques publiques. Donc peut-être qu'il y a quand même un travail à faire aussi de la part de l'État à clarifier la position qu'il a vis-à-vis de ce que vous appeliez la question de la responsabilité. Parce que moi, il me semble quand même qu'aujourd'hui, on est face à une contradiction qui est un peu bloquante, notamment sur la question de la sensibilisation. C'est qu'on demande, l'État demande, notamment en matière de gestion de crise, mais aussi en matière d'information, comme on est en train d'en parler, que les individus soient responsables, que les entreprises soient responsables, que voilà. Mais en même temps, on ne reconnaît pas les savoirs locaux. On a extrêmement de difficultés à intégrer les savoirs riverains, les savoirs sensibles, les savoirs familiaux. On parlait tout à l'heure de la question du recul du trait de côte. Nous-mêmes, en tant que scientifiques et une partie aussi des experts sur ces questions-là, passent leur temps à dire vraiment ils n'ont rien compris, les habitants, ils veulent pas partir de leur habitat, tout le monde voit bien que ça va tomber, et le propriétaire du camping il est incapable de relocaliser son camping à 10 km à l'intérieur des côtes. En même temps, voilà, je veux dire, quand bien même on aurait raison contre le monde entier, il faut quand même écouter aussi d'une manière dont j'ai pas la recette, mais qu'il y a quand même un travail qui est de pas, à minima, décrédibiliser les savoirs habitants, les savoirs familiaux, les savoirs affectifs, et notamment en matière de relocalisation. Il y a un gros frein, à mon avis, encore sur ces questions-là. Mais en tout cas, sur ces questions de sensibilisation, voilà, moi je sens quand même qu'il y a un hiatus sur le fait on individualise les questions de prévention et de gestion des risques, mais on ne reconnaît pas les savoirs à cette échelle-là de vécu. Et ça, voilà, ça fait partie, à mon avis, de formes de débat politique aussi, qu'on retrouve à d'autres échelles, entre les relations entre l'État et les collectivités locales aussi, mais ce n'est pas tout à fait le même débat. Oui, merci. Oui, tout à fait. Le but, bien sûr, quand je parle de responsabilité au niveau individuel, ce n'est pas de faire du néolibéralisme et de dire, voilà, vous êtes responsable de votre sort, point barre. Non, au Japon, il y a une réflexion régulière sur le rôle de l'État, le rôle des préfectures, le rôle de la ville, le rôle des quartiers et le rôle de l'individu. Et ça, à chaque fois, il y a une définition et une redéfinition parce que, bien sûr, les risques changent, les expériences changent, notre connaissance change, donc il faut à chaque fois la réactualiser complètement. Il ne s'agit pas d'opposer non plus les acteurs, je pense, parce que alors là, on court à la catastrophe. Comme il ne faudrait pas opposer les disciplines, donc il faudrait peut-être maintenant arrêter de parler ingénieur, sciences sociales, etc., parce que c'est un peu fatigant. Je pense qu'il faut parler plutôt justement de la protection de nos sociétés et d'agir en fonction des besoins, tout simplement. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut, pour moi, on parlait de silos entre les disciplines, mais moi je pense que le problème des silos, c'est dans nos populations, parce que maintenant, de plus en plus dans l'information, ne serait-ce que dans l'information, chacun lit les informations qu'il
qu'ils considèrent comme intéressantes, hein, parce que bon, maintenant l'information, c'est pas que de l'information, mais c'est aussi une forme de entertainment. Déjà, alors ça, pour moi, ça c'est un gros problème, parce que je le vois, moi, je parle d'inclusion, donc dans mes recherches sur l'inclusion, je vois même qu'à travers les populations dites vulnérables, il est très difficile de dire, bah, tu vois, la personne, toi tu es malvoyant, et bah, en fait on a les mêmes problèmes, par exemple avec une communauté étrangère. Il y a des choses qui sont similaires. Par exemple, je vais parler de communication. On parle beaucoup de communication, et d'ailleurs, mettre en ligne des choses, c'est bien, mais c'est vrai que les mettre dans les boîtes aux lettres, c'est mieux. Et ce que je voulais dire, c'est que notre rôle, enfin moi, mon rôle dans notre laboratoire, c'est vraiment de identifier les problèmes, mais aussi les solutions communes à une population qui se diversifie ou qui se silolise, je ne sais pas si on dit ça en français, mais qui est de plus en plus vraiment isolée dans chaque petite communauté, et ça change en fonction du contexte, bien évidemment. Donc par exemple, et je vais finir là-dessus, on travaille sur comment protéger le touriste au Japon, d'accord ? Donc, je pense qu'à Paris, ça devrait être une thématique assez intéressante, considérant le nombre de touristes qu'on a à Paris. Quand on se retrouve avec une population qui vient, par exemple, de France, qui ne parle pas japonais, et bien, quand vous avez un tremblement de terre, pour communiquer de façon efficace et simple l'évacuation, par exemple, c'est très compliqué. Hein. Donc, on fait des répétitions dans des centres commerciaux à Sendai. Et c'est ça, et c'est vraiment les commerçants qui prennent en charge ces choses-là. Hein, c'est pas nous. Et nous, on les épaule, on va avec eux, on fait des répétitions chaque année et on en tire les leçons. Et on essaye d'adapter chaque année un peu plus la façon d'agir. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les populations étrangères, par exemple, qui ont du mal à comprendre ou qui ne comprennent pas le japonais, il faut une simplification du langage et utiliser des codes. Et on s'aperçoit que ces codes-là peuvent en fait servir aussi à des personnes qui ont, par exemple, des particularités cognitives ou intellectuelles. Donc, et ça, c'est notre rôle. Enfin, pour mon laboratoire, c'est notre rôle, c'est d'identifier ça et à ce moment-là, justement, de pouvoir donner aux communes et aux villes peut-être des solutions qui peuvent améliorer les choses d'une certaine échelle. Je vous propose, alors j'ai voilà, même 3, donc, quatre. Ce que je vous propose, c'est vraiment des interventions très courtes. On va peut-être prendre 3 questions ou 4 questions. Et allez-y. Oui, bonjour, je suis Pascal Pierre-Louis, administrateur à la FPCNT, et je suis aussi président d'une association qui s'appelle le Parc Numérique. Donc nous travaillons sur les DROM, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte, et j'ai conçu un système de résilience organisationnelle et sociétale basé justement sur des actions concrètes, notamment un village de la résilience qui a été sélectionné par le ministère de la Transition écologique pour le Résilience Tour, donc où on a réuni plusieurs cibles, à savoir les entreprises, les scolaires, les collectivités et bien sûr les citoyens. Mais au quotidien, nous travaillons sur beaucoup l'inclusion des populations à travers l'utilisation du numérique. Donc, nous avons créé des cafés des parents, par exemple, et c'est là où nous vulgarisons le côté scientifique pour apporter une sensibilisation de terrain, puisqu'on a parlé tout à l'heure de DICRIM. Nous avons récupéré les DICRIM où on les a traduits en langue vernaculaire, c'est-à-dire que le DICRIM il a été traduit en créole de la Réunion, en créole de la Martinique, en créole de la Guadeloupe, et ce sont des outils que nous fournissons
aux collectivités, mais nous avons également mis en place d'autres concepts, notamment pour les jeunes, où on utilise l'IA avec des textes de messages de prévention, où on va adapter des musiques un peu actuelles, de reggae, de zouk, pour vraiment les attirer à travers ces sensibilisations. Donc j'ai encore plein d'actions que nous menons avec les parents, notamment dans les collèges. On fait des cafés des parents et ça fonctionne très bien. On va parler de ça, comment on construit un PIMS, donc le plan individuel de mise en sûreté. Et je finirai sur les sacs d'urgence. Donc ça fonctionne très bien à partir du moment où on est en présentiel avec les gens. Si, alors, ici. Bonjour à tous, Marie Tranier de l'Université Gustave Eiffel. Je vous remercie à tous pour vos présentations qui étaient très intéressantes. Je voulais poser une question à Léa de la ville de Paris. Nous, à l'université, on peut apporter des solutions qu'on a déjà en fait à des hauts niveaux de TRL et d'autres qui sont un peu plus en amont. Je voulais savoir si votre futur lieu aura en fait, campus de la résilience, aura des appels à projets ou sera en recherche en fait de solutions et pourra être un lieu d'expérimentation en fait pour des solutions développées dans les universités. Je vous propose encore de prendre 2 autres questions. Il y a quelqu'un ici. Bonjour, Jean-Christophe Erard, je suis le délégué pour la stratégie nationale de résilience auprès des collectivités territoriales. Peut-être un certain nombre d'entre vous apprennent qu'il y a une stratégie nationale de résilience. Je voulais juste dire que je suis fortement interpellé par toutes les interventions qui ont été faites autour de la table, et notamment le fait que l'État n'a sûrement pas depuis longtemps travaillé suffisamment avec les acteurs et reconnu les initiatives territoriales. Alors je voudrais vous dire qu'il y a de l'espoir, puisque depuis juillet 2025, la revue nationale stratégique, à tous les termes que j'emploie, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur le site du SGDSN, tout est détaillé, et vous avez les documents en ligne, reconnaît comme 2e objectif stratégique de notre pays la résilience. C'est la première fois depuis que la RNS existe. On a toujours premier objectif stratégique, la dissuasion nucléaire. Et puis ensuite, on passe sur l'industrie de défense, les coopérations internationales, la résilience du territoire. Et si j'ai été recruté, alors que je suis un ancien acteur du monde territorial au SGDSN, c'est justement cette idée que les acteurs sont indispensables en relais et que, par ailleurs, étant acteurs, ils ont aussi des choses à nous apprendre. Stéphanie pourrait dire, par exemple, qu'on diffusera dans quelques jours un guide des bonnes pratiques de la résilience territoriale vu croisement de regard entre l'État et les collectivités territoriales. Voilà. Et donc, je pense que pour faire le mea culpa de l'État, pendant des années, on a considéré que dans le binôme maire-préfet, le vrai responsable, c'était l'État, c'est-à-dire que c'était côté préfet. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que non, il faut que tout le monde y aille et que tout le monde y aille ensemble. Et c'est pas par hasard si le 2e pilier de la stratégie nationale de résilience, c'est justement l'engagement de la société tout entière. Merci. Je vous propose... il y avait quelqu'un, je crois, derrière. Non, juste derrière. Olivier, oui, là. Bonjour, merci. Olivier Cerdan, BRGM. J'ai été intéressé par la remarque d'Elsa sur l'initiative Brio, là, au MTE. Parce que quand on les a contactés, nous, donc c'est des gens avec qui on parle tous les jours, hein, quand on les a contactés au sujet de, par exemple, l'ANR-SAPS, là, qui a été l'appel à proposition ANR Sciences avec et pour la société, on les a pas sentis très disponibles pour se projeter, en fait, et pour mener ces réflexions. Et ils étaient coincés dans leurs injonctions actuelles. Et je ne sais pas comment on pourrait faire pour qu'ils soient plus disponibles pour participer à ces initiatives un peu plus long terme. Alors, au regard de l'heure, je vais donner peut-être la parole à Elsa, parce que justement, elle ne l'avait pas pris jusque-là.
Et nous n'allons pas répondre forcément à toutes les questions, donc on va continuer à la pause café si vous le voulez bien. En tout cas, on a eu des compléments sur à la fois le rôle de l'État et les transformations finalement au sein de l'État, mais aussi une série d'initiatives qui sont prises. Donc peut-être que je te laisse le mot de conclusion. Oui, juste très très rapidement, je pense au sein du MTE, il y a une vraie volonté du Commissariat général au développement durable de s'inscrire dans ces appels de l'ANR avec et pour la science et pour la société, pardon. Effectivement, la direction de l'eau et de la biodiversité, ils sont sous l'eau et ils ne sont pas très disponibles. Je pense qu'il y a aussi une difficulté de temps, tout simplement de temps de mobilisation, mais clairement, c'est une direction où on ressent cette envie-là, ce besoin-là. Donc moi, je suis plutôt confiante que c'était conjoncturel, mais que ce n'était pas structurel. Je vous propose, s'il n'y a pas trop de frustration, de continuer la discussion éventuellement à la pause café. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement nos intervenants à cette table ronde qui a été très très riche. Et donc, au regard de l'heure, je vous propose que nous nous retrouvons dans la salle à 11h15 pour les 2 conférences qui vont prolonger les discussions que nous venons d'avoir.